Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, on va vous parler un peu de cybersécurité au sens large. Je ferai juste un petit focus sur Kiwi Backup à la fin, mais l'idée générale, c'est de parler de cybersécurité et de comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer son niveau de protection. On part tous d'un certain point, on peut aller très très haut en protection sur la cybersécurité, mais on peut aussi partir de très bas. Et souvent, la problématique, c'est comment on fait, par quoi je commence, comment je fais, quel est le plan, je commence par quoi, j'achète un firewall, un antivirus, etc. Ben, on va essayer de voir comment on peut voilà, vous proposer un plan. C'est un plan qu'on propose, vous n'êtes pas obligé de l'adapter, de le reprendre texto, mais voilà, l'idée, c'est de le faire en 6 semaines, histoire d'avoir un petit peu le temps de mettre tout ça en place. Avant de commencer, je me présente, donc je suis le gérant de Kiwi Backup. Alors j'ai mis aussi 2LE parce que c'est ma deuxième société. Si jamais quelqu'un me connaît sous ce nom-là, j'ai pas changé de boîte, je gère les deux. Donc 2LE, on fait du développement d'applications web sur mesure et Kiwi Backup, du backup. Ça, c'est facile à deviner. En petite introduction, on voit de plus en plus dans la presse, vous entendez parler de beaucoup d'attaques sur les hôpitaux, sur les mairies. J'ai vu dans la liste qu'il y a quelqu'un qui est dans une mairie, je ne sais pas qui c'est. Personne? Il est peut-être pas venu. Ben, disons, on entend beaucoup de presse autour de ça, des grandes entreprises, certaines qui disparaissent. On dit qu'une entreprise sur deux, après une attaque informatique, s'en remet pas. Alors, ce n'est pas immédiat. En général, il lui faut à peu près 6 mois, 1 an avant de couler. Mais en tout cas, c'est très, très impactant. Donc, la cybersécurité, il ne faut pas trop rigoler avec ça. C'est des choses importantes. Et de plus en plus, on verra quelques chiffres sur l'augmentation des cyberattaques. Donc, 86% des entreprises en 2022, on évalue un coût pour les entreprises de 10 000 milliards de dollars, donc c'est pas neutre. Aujourd'hui, il faut savoir que la cybercriminalité rapporte plus que le trafic de drogue au niveau mondial. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Et là, on parle d'entreprises, mais on parle aussi d'hôpitaux, on parle de services publics, on parle de gouvernement, avec également un petit aspect cyberguerre qui n'est pas non plus à négliger. On l'a vu avec l'Ukraine et puis la Russie. Voilà, donc l'actualité aujourd'hui montre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Donc ça veut dire aussi consacrer des moyens à la sécurisation de vos entreprises, de vos services, de votre système d'information au sens large. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, il ne faut pas croire que parce que vous êtes petit, vous intéressez personne. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les attaques les plus fréquentes, c'est des attaques massives. En gros, ils prennent tous les IP et celui qui se fait attaquer, bah, tant pis pour lui, c'est lui qui a perdu. Donc il faut voir ça plutôt comme pas un ciblage, mais c'est le plus faible qui va se faire attaquer et sur lequel on va le rançonner. Le montant des rançons est proportionnel à votre taille. Quand on attaque un hôpital style l'hôpital de Versailles, on va demander 10 millions de rançons. Quand on attaque un petit boulanger, ben, on va lui demander 2000 euros. Voilà. Donc les tailles sont adaptées, il y a tout un écosystème derrière ce genre de choses. C'est pas trop le sujet aujourd'hui de m'appesantir là-dessus, mais voilà, il faut savoir que c'est une industrie aujourd'hui, la cybercriminalité. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire des choses, parce qu'on peut faire tout un tas d'actions pour se protéger, pour être mieux protégé. L'idée, c'est pas forcément d'être la NSA ou d'être le truc 1 à câble, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit avec cet outil-là, vous êtes protégé à 100%, c'est un menteur. Donc la sécurité à 100%, qu'elle soit physique ou informatique, ça n'existe pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre plus en plus de moyens pour arriver à un niveau de protection qui augmente. Donc mettez rien, vous êtes sûr de vous faire attaquer. Si vous mettez un petit peu de moyens, c'est toujours mieux que de pas de moyens du tout. Et après, en fonction de la valeur des données que vous avez à protéger, ben, on monte un petit peu le niveau. Donc en 6 semaines, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre un plan d'action qui peut être efficace, qui ne demande pas des moyens énormes, mais
qui demande tout de même de s'en occuper. Donc en semaine 1, ce qu'on oublie souvent en fait de dire, c'est que avant de vouloir sécuriser quelque chose, il faut savoir ce qu'on veut sécuriser. Donc le diagnostic est important, et donc pour ça, il faut quelqu'un qui s'en occupe. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire il faut un chef de projet qui ait des connaissances informatiques, juridiques, qui ait de la rigueur, de l'anticipation, qui peut se former au fur et à mesure. Ce n'est pas forcément un spécialiste de l'informatique. Ça peut être un commercial, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse un peu au sujet, ça peut être tout type de profil, à partir du moment où on a un peu de temps et on peut s'occuper de ce sujet-là. Ensuite, souvent, il y a besoin quand même d'un profil informatique technique, mais encore une fois, l'essentiel, c'est quand même la gestion du projet de sécurisation et pas forcément la technique à proprement parler. La technique, elle vient après, et souvent on a tendance à le faire à l'envers. C'est-à-dire que moi, je veux me protéger, je vais acheter un antivirus chez Kaspersky, et puis c'est bon, je suis tranquille. Ça n'existe pas. Déjà, pour tout un tas de raisons qu'on verra un peu plus tard. Ça peut également s'externaliser, les prestations informatiques. Voilà, vous pouvez avoir un prestataire, mais ça ne vous dédouane pas de faire tout le travail d'analyse préalable. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre informatique que vous ne devez pas être conscient des risques et de ce que vous voulez protéger. Après, ça peut aider, évidemment. Les prestataires informatiques font généralement bien leur boulot et vont faire toute la partie purement technique, mais c'est quand même à vous de leur dire qu'est-ce que vous voulez protéger, contre quels risques, etc. Ou au moins, ils doivent vous accompagner sur ces sujets-là. Après, en termes d'outils, voilà, en matière de cybersécurité, on a souvent tendance à mettre les outils avant les processus, et c'est une erreur. Donc, on peut utiliser n'importe quel outil, quelque chose qui vous permet de lister des tâches, de savoir si c'est fait, pas fait. Donc, on en a listé quelques-uns. Il y a Trello, qui est un outil de gestion de projet collaboratif gratuit. GitLab, avec des tickets. Nous, on a construit tout un SMSI ISO 27001 avec GitLab. Ça marche très, très bien. Il n'y a pas de souci. Google Doc, Excel. Enfin, voilà, vous utilisez les outils que vous voulez. Ce n'est pas vraiment le sujet. Je vais juste rajouter qu'un outil qui n'est pas sur le slide, c'est un outil développé par Soluris qui s'appelle Madis Cyber, qui est un outil en fait qui est open source, libre et donc gratuit, qui a été fait par l'ANSSI en collaboration avec Soluris et qui est un outil de diagnostic et d'aide à la mise en place d'un plan de cybersécurité. Et donc, il y a tout un tas d'étapes, de préconisations sur la gestion des mots de passe, sur la protection des serveurs, etc., etc. Et donc, il y a un ensemble de points. Vous pouvez vous évaluer sur votre degré de maturité sur tel ou tel point. Et c'est un outil qui est assez intéressant. Je ne l'ai pas mis là parce que je n'ai pas trop eu le temps de le rajouter, mais c'est un outil que je viens d'auditer dans le cadre d'un audit de code, mais donc j'en ai discuté hier avec lui, il m'a dit voilà, on peut en parler, il n'y a pas de souci, c'est un outil libre qui est plutôt pour les collectivités publiques, mais pas que. Franchement, les préconisations qui sont dedans sont assez intéressantes. Donc voilà, en termes d'outils, on met en place un outil de gestion du plan d'action, de gestion de tâches, ça c'est assez classique. Ensuite, le deuxième point, c'est de faire une cartographie de votre système d'information. On se rend compte, nous, enfin, quand on fait du backup, on appelle les gens ou ils nous appellent, je voudrais une solution de sauvegarde, on leur dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez sauvegarder? Ah bah là, je ne sais pas. Notre serveur, oui d'accord, mais il y a quoi sur le serveur? Il y a de la compta, il y a un ERP, il y a vos photos de vacances, il y a peut-être une bibliothèque de MP3 pour la musique ou de DivX, etc. C'est important de cartographier le système d'information au sens large. Parfois, vous avez des choses qui sont dans le cloud, vous avez des choses qui sont chez des prestataires. Nous, par exemple, notre paye, elle est chez notre comptable. Donc ça fait partie de notre périmètre, mais on n'a pas forcément immédiatement le réflexe de l'intégrer dans notre plan de secours. Donc la cartographie, ça prend pas trop longtemps, mais ça vaut le coup quand même de s'y pencher et de se dire, voilà, c'est quoi mon système d'information? Quelles sont les données que je dois gérer? Quelles sont mes données sensibles? Il y a des données plus ou moins sensibles, il y a des choses, si vous les perdez, c'est moins grave que d'autres. Donc savoir quelles sont les données critiques, quel est le temps que vous pouvez consacrer à la reconstruction de ces données si vous les perdez,
combien de temps vous acceptez de revenir en arrière, par exemple, sur une compta. Si on perd 2 jours de facture, selon les cas, c'est pas très grave, on peut les ressaisir, etc., etc. Donc, quels sont les logiciels qui sont utilisés, quel type de données, etc., etc. Donc, avec ça, on peut établir en fait un registre. On peut utiliser aussi le registre de traitement qui est pour le RGPD. Merci Céline. Donc, qui normalement contient aussi l'ensemble des traitements que vous réalisez en termes d'informatique dans votre entreprise. Donc souvent, c'est un peu lié les deux. Donc votre périmètre, quelles données je gère, souvent c'est des données personnelles, mais pas forcément uniquement. Et les données personnelles doivent se retrouver dans votre document de registre de traitement. Et ça vous permet d'avoir au moins un panorama clair de quelles sont mes données, qu'est-ce que je peux en faire, quelles sont leurs sensibilités, etc., etc. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de savoir qui a droit d'accéder à quoi. Alors très souvent dans les petites entreprises, c'est tout le monde accède à tout. Et ça, à partir d'un moment, ça ne marche plus, quoi. Il y a des données qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des données qui sont confidentielles, les données de paye, etc. Donc quand on se structure un peu, il y a des choses qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et c'est important de les lister, de savoir qui est censé accéder à quoi. Et la segmentation des réseaux, la segmentation des accès, c'est quelque chose de primordial pour éviter les infections en cascade. Si si une secrétaire se fait infecter sa machine, mais qu'elle a accès à tout, bah, c'est l'ensemble du système d'information qui tombe. Si elle n'a accès qu'à un certain dossier avec les courriers du jour, bah, déjà c'est moins risqué. Donc la segmentation des accès, c'est important, et après on peut les transformer en règles d'accès physique. Ensuite, une fois qu'on a identifié ce qu'on veut protéger, ben, après, on doit identifier contre quoi on veut le protéger. Parce que des risques, il y en a plein. Quels sont des problèmes de sécurité? Il y a des menaces physiques. On peut avoir des immeubles qui brûlent, on peut se faire voler des choses. Quand on a un portable, on peut se le faire voler dans le train, on peut le perdre, on pense toujours au cyber-hacker qui vient par le réseau, mais il n'y a pas que ça comme risque, il y en a beaucoup d'autres. Celui qu'on oublie fréquemment, c'est le risque de fausse manipulation. Aujourd'hui, sur Kiwi Backup, c'est notre principale source de restauration. C'est des gens qui ont fait une fausse manip. Ah, j'ai effacé par erreur mon fichier avec toutes mes offres dedans. Oui, c'est bien, bah, on peut le restaurer. Donc ça, c'est toujours bien. Mais c'est presque 50% des problèmes de sécurité, c'est par une fausse manip. Ça peut être intentionnel ou non intentionnel. La plupart du temps, ce n'est pas intentionnel, mais on peut aussi avoir des gens qui travaillent dans une entreprise qui se font virer, entre guillemets, et qui, avant de partir, effacent l'ensemble des données. C'est arrivé chez un de nos clients. Son prestataire principal a effacé tous les contrats de backup avant de partir. Donc nous, on lui a restauré, mais voilà, c'est un des problèmes quand on ne segmente pas les accès, les habilitations, bah, on peut avoir ce genre de cas. Et ce n'est pas à négliger, le risque cyber existe, mais il y a tous les autres risques qui sont importants aussi. Les incendies, les problèmes d'accès, le confinement, voilà, on n'a plus accès à son bureau. Bah, si on a toutes ces données à un endroit et qu'on veut travailler à un autre, ça peut être problématique. Des serveurs qui tombent en panne, des pannes OVH, des pannes Google, des pannes... Enfin, tous les grands acteurs y sont passés sur les 3 derniers mois. Donc, ils ont tous eu une panne d'au moins quelques heures. Donc, voilà, ça, c'est aussi des risques. Ce n'est pas de la perte de données, mais c'est de la non-accessibilité de données. C'est des risques aussi. Après, on a d'autres risques sur les logiciels, les failles de sécurité, etc. etc. Voilà, je ne vais pas tout détailler ici. Ensuite, donner un budget. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre comme argent pour protéger vos données? Que valent vos données? Est-ce que vos données de vente valent des millions? Peut-être que dépenser 10, 20 000, 30 000 euros pour les protéger, c'est pas idiot. Si elles valent rien, vous n'allez pas vouloir mettre d'argent pour les protéger. Donc il faut mettre en balance le risque et la valeur de vos données avec le budget cybersécurité. Il n'y a pas de règle, on peut partir de très peu. Un antivirus, ça ne vaut pas très cher. Et on peut mettre une protection qui vaut quelques millions sur un hôpital ou des choses comme ça.
Donc, il faut évidemment l'adapter aux moyens de l'entreprise. On n'est pas en train de dire qu'il faut absolument un gros budget pour la cybersécurité. Voilà, donc ça, si on fait déjà ça sur la semaine 1, on a déjà bien avancé, on y voit un peu plus clair et on sait quels sont les enjeux de votre système d'information. Ensuite, une fois qu'on a établi les enjeux, on a détecté un certain nombre de choses qui éventuellement ne vont pas, et puis on peut réfléchir aux mesures de prévention des risques. On a identifié des risques sur nos données. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en prémunir? Donc on a déjà cité quelques exemples. Pas donner les accès à tout le monde à toutes les données. On peut mettre un antivirus, ça protège contre un certain nombre d'attaques. On peut recopier les informations, mettre un backup. Voilà, je ne vais pas en faire des tonnes sur le backup, mais c'est une des protections essentielles. On peut expliquer aux gens qu'on ne doit pas ouvrir n'importe quel mail. Les attaques phishing, c'est une des premières types d'attaques qui permettent de rentrer dans un système d'information. Donc voilà, des mesures de prévention, on peut en faire plein. Mettre un extincteur dans un... Il est où l'extincteur? Voilà, si ça brûle, si vous avez un extincteur sous la main, ça évite de tout cramer, c'est quand même mieux. Ensuite, ces mesures de protection, vous n'allez pas forcément pouvoir les mettre tous en œuvre en même temps. Donc, identifier les risques les plus importants, les mesures les plus faciles à mettre en œuvre pour combler les risques les plus importants, c'est ceux à faire en premier. Les mesures qui apportent très très peu en protection, vous les gardez pour plus tard. Ou vous ne les faites pas, vous acceptez le risque. Ça peut être aussi un cas. Et donc ensuite, voilà, on peut organiser le plan d'action en différents thèmes. Donc là, on a les 4 thèmes principaux de tout ce qui est cybersécurité. Donc le premier qu'on oublie souvent, c'est les procédures. Quand on a une bonne procédure, quand on sait quoi faire, quand le faire et comment le faire, c'est beaucoup plus facile. Donc quand on a une attaque sur un système d'information et qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on fait pour reconstruire un système à l'identique ailleurs, c'est compliqué. Si on l'a déjà fait, si on l'a répété plusieurs fois, c'est beaucoup plus facile. Donc avoir des procédures claires, de savoir qui a le droit de faire quoi, etc., c'est important. Ensuite, il y a la partie équipe. La formation des utilisateurs, c'est essentiel. Leur expliquer pourquoi il faut mettre des mots de passe, pourquoi je ne dois pas mettre Choupinette 23 comme mot de passe. Pourquoi je dois faire attention aux pièces jointes, expliquer à votre comptable que s'il reçoit un mail avec le nouveau RIB pour verser mon salaire, il doit se méfier. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et la formation, c'est un des 3 piliers essentiels de la cybersécurité. Ensuite, il y a des aspects techniques. Ça, généralement, on ne les oublie pas. Il y a des prestataires qui vont vous vendre des antivirus, des systèmes de backup, etc. Donc là-dessus, en général, on est assez bon. Un firewall, un antivirus, c'est le minimum. Et puis après, il y a des aspects matériels, des locaux. On peut avoir des locaux sécurisés. On peut mettre des systèmes d'accès par badge pour protéger certains endroits. Laisser les documents confidentiels dans une armoire sous clé, par exemple. C'est bête, mais ça peut être important. Ne pas, comme l'a fait France 5 il y a quelques années, afficher le code Wi-Fi à l'arrière d'un reportage diffusé à 5 millions de téléspectateurs. Voilà, c'était la source de l'attaque. Donc ça, c'est des choses matérielles d'organisation des locaux. Quand on a une salle de réunion, on la sécurise. On ne laisse pas traîner des choses importantes dans une salle de réunion. Donc à partir de là, on peut créer une charte de sécurité informatique. Normalement, tous vos utilisateurs, en tout cas quand on travaille dans un bureau, utilisent le système informatique et c'est bien de leur dire ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, notamment en termes de protection des données personnelles. Est-ce que c'est autorisé de brancher mon téléphone personnel sur le Wi-Fi de l'entreprise ? Est-ce que quand je rentre à la maison, je peux m'envoyer mes dossiers confidentiels sur mon PC via mon mail ou par WeTransfer, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui... C'est quand même mieux de le dire, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Donc une charte informatique, elle sert à ça, c'est de dire, voilà, vous avez le droit de faire ça, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et quand on explique aux gens ce qu'ils ont le droit de faire, il y a plus de chances qu'ils le respectent que quand on ne leur dit pas.
Donc la charte informatique, c'est important. Après, parfois, ça peut être couplé avec le contrat de travail, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Maintenir à jour la liste des habilitations. Il y a des gens qui montent en grade, il y a des gens qui s'en vont. C'est bien de maintenir cette liste à jour. Avoir une procédure pour les entrées et les sorties de personnel. Quelqu'un qui part avec son badge d'accès à l'entreprise. Ah oui, merde, j'ai oublié de lui demander son badge. Quand on a une procédure claire, on a des cases à cocher. On dit, voilà, tu t'en vas, tu dois me rendre ton PC, ton badge, tu dois effacer ton disque dur, etc. Voilà tout ce qu'il y a à faire quand il y a un départ. Et quand il y a une procédure qui est écrite, c'est beaucoup plus facile pour les équipes de le faire correctement. Et on peut vérifier que c'est bien fait. Et donc ensuite, vérifier que tout ça, ça fonctionne bien. Alors on n'a pas besoin de faire des choses très compliquées. On peut, encore une fois, on peut faire assez light. Ensuite, sur l'aspect technique, pour moi, il y a, les 3 premiers sont essentiels. C'est sauvegarder vos données. Ça, c'est votre assurance vie. Si vous arrive quoi que ce soit, qu'il y a un des risques qui se matérialise, si vous n'avez pas de sauvegarde, vous pouvez avoir mis tout ce que vous voulez en place, vous êtes mort. Donc la sauvegarde, c'est le dernier recours. C'est-à-dire que quand vous allez faire de l'acrobranche, vous avez une longe de sécurité. Si vous tombez, ça vous rattrape. La sauvegarde, c'est un peu la même chose. L'antivirus, c'est bien. Ça va vous faire des petites alertes quand vous essayez de télécharger un truc pas cool. Mais ça ne protège pas contre tout. Il y a des choses qui passent à travers les antivirus. Il y a des attaques qui éteignent les antivirus. Donc ce n'est pas une garantie à 100%. Donc c'est mieux d'en avoir un. Un pare-feu, aujourd'hui, c'est à peu près toutes les box Internet ont un pare-feu intégré. Il n'y a pas forcément besoin de sortir des choses très compliquées. Il y a des pare-feux qui sont tellement compliqués à configurer que de le faire bien, ça demande des compétences extraordinaires. Oui, je sais, je ne vais pas assez vite, mais je vais accélérer un peu. Donc, c'est le pare-feu standard, en général, fait le travail. Et après, quand on a un firewall, pare-feu firewall, c'est la même chose. On n'ouvre pas à grand toutes les portes à tout le monde, évidemment. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut faire qui sont plutôt niveau 2, c'est monitorer vos serveurs. Si un serveur tombe, c'est bien d'être au courant plutôt que d'attendre qu'un de vos clients vous prévienne. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes. Serveur mail, c'est des choses aussi qui sont intéressantes. Mais aujourd'hui, on en trouve très peu dans les entreprises. Ça devient assez rare de trouver un serveur mail. Aujourd'hui, tout le monde utilise des mails gérés dans le cloud. Ensuite, la partie ressources humaines, ça c'est essentiel, c'est la sensibilisation. Vous faites des procédures, il faut les expliquer aux gens, ils ne peuvent pas les deviner. Vous faites une charte informatique, il faut expliquer ce qu'il y a dedans, parce que les gens ils signent les papiers sans les lire, comme tout le monde. Donc faire de temps en temps un petit rappel de ce qu'il y a dans la charte informatique, et ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Les former à la détection des phishing, ça c'est intéressant aussi. Le phishing, comme je disais tout à l'heure, c'est vous recevez un mail avec une pièce jointe qui est infectée, et c'est vous qui allez installer le logiciel espion ou le cryptovirus dans votre système d'information, qui va se propager ensuite de machine en machine, en exploitant toutes les failles de sécurité, etc., etc. Donc savoir détecter un phishing, c'est une compétence qui est à diffuser dans les entreprises. Il y a des très bons outils pour ça. Il y a des testeurs de phishing. On va envoyer des faux mails à des gens pour voir combien vont ouvrir. Et sachant que sur 1000 personnes, il suffit d'une. Il y en a un qui ouvre une pièce jointe infectée sur l'ensemble de votre personnel et ça suffit pour être infecté. Donc c'est comme le maillon faible, c'est le plus faible qui est votre sécurité. La charte de sécurité, on en a déjà parlé. La double authentification et la gestion des mots de passe, ça c'est également un élément important. C'est expliquer aux gens qu'il ne faut pas mettre le même mot de passe partout. Ça c'est une règle vraiment essentielle. Parce que si vous mettez le même mot de passe sur votre banque en vous disant la banque c'est sécurisé, il n'y a pas de problème, on ne va pas me faire attaquer la banque, en supposant que votre banque soit top niveau en cybersécurité,
et vous avez un forum de jeu, de votre jeu vidéo préféré, sur lequel vous avez mis le même mot de passe. Le forum, il n'a pas la même sécurité que la banque. Mais quand le forum se fera attaquer et qu'il y aura votre mail avec votre mot de passe, bah, l'attaquant il va essayer le mail et le mot de passe sur votre banque. Donc c'est le prestataire le plus faible qui vous apporte la sécurité de votre banque. Donc vous ne voulez pas ça. Donc il faut avoir un mot de passe différent sur chacun des services que vous utilisez. Alors il y a des gestionnaires de mots de passe qui existent qui vous permettent de faire ça bien, de générer des mots de passe aléatoires, de suffisamment longs. Donc utiliser ce genre d'outils, évidemment, on ne peut pas retenir 2000 mots de passe, c'est pas possible. Donc utilisez des gestionnaires de mots de passe qui vous permettent d'avoir des mots de passe sécurisés et différents sur chaque plateforme. Ensuite, on peut rajouter la double authentification. Si vous faites voler votre mot de passe, on ne va pas vous voler votre mot de passe et votre téléphone en même temps. Donc si vous avez un authenticator sur votre téléphone ou un système de SMS qu'on connaît tous pour les banques, bah, ça vous rajoute une sécurité. Il y a pas mal de plateformes qui vous proposent ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc faites-le. Facebook, Google et autres systèmes ont tous un système de double authentification. Le verrouillage automatique des postes, ça c'est quand on est dans une grande entreprise, c'est intéressant de verrouiller son poste avant de partir, parce qu'on ne sait pas qui passe derrière. Je suis souvent choqué quand je vais dans un hôpital ou un autre, les postes sont ouverts, quoi. Je suis allé chez mon ophtalmo l'autre fois, le poste est ouvert avec la liste des patients, c'est pas normal que ça soit fait comme ça. Je sais que je peux aller dans le dossier patient de la suivante, du précédent, éventuellement même modifier des données. Et on ne devrait pas avoir ça. Donc sécuriser le verrouillage. Ça peut se faire automatiquement, hein, il suffit de paramétrer dans le logiciel, c'est assez simple. Voilà, je vais passer sur le reste. Si le dernier point, c'est les mises à jour de sécurité, ça devrait être le premier point. Ça fait partie des 3 piliers. Donc formation, sauvegarde, mise à jour de sécurité. Vous faites vos patchs. Vous attendez pas 6 mois. Au bout de 6 mois, il y a déjà 3000 cryptovirus qui exploitent les failles. Donc si vous n'avez plus la faille, vous êtes quand même mieux protégé que si vous avez la faille. Sachant qu'aujourd'hui, un site web, je vais citer un exemple WordPress au hasard. WordPress, il y a une liste de failles, mais longue comme le bras. Si vous ne maintenez pas votre WordPress à jour, bah, c'est tellement facile. Il suffit de prendre, voilà, vous avez la version 4.3.25, il y a telle faille, je prends l'exploit dans Metaxploit, et je le lance et c'est fini, vous êtes mort. Et ensuite, je mets ce que je veux sur votre site web. Donc voilà, les mises à jour de sécurité, c'est important, surtout aujourd'hui où l'open source a pris une plus grande importance, où les failles sont publiques, facilement accessibles à n'importe qui. Et généralement, entre la découverte d'une faille et l'exploitation de la faille, il ne se passe pas plus de quelques heures avant que le premier virus qui exploite la faille soit développé et mis en circulation. Donc si vous le faites au moins tous les jours, toutes les semaines, maximum, mais ne faites pas ça une fois par an, quoi, ça ne sert à rien. Ensuite, il y a tout l'aspect physique. Un système d'alarme pour la nuit, c'est quand même pas mal. Même si là, on ne parle pas que de cybersécurité, mais ça m'est arrivé quand j'étais DSI dans une ancienne vie, qu'un gars est rentré par la fenêtre, il a pris le serveur avec la bande à l'intérieur, la bande de sauvegarde, et il s'est barré avec. Donc voilà, on ne pense pas toujours à ce genre de cas, mais après, je vous assure que j'ai un petit peu changé ma politique de sauvegarde. Voilà, les documents confidentiels sous clé, éventuellement destructeurs de papier, mais là, c'est pareil, on est dans des niveaux un peu plus élevés. Si vous avez des documents confidentiels que vous voulez jeter à la poubelle et que la poubelle elle est sur le trottoir, c'est moyen comme sécurité. Je suis qu'au niveau 3, mais donc je vais aller un petit peu plus vite. Ensuite, on peut mettre en œuvre ces différentes procédures via des achats de matériel, de locaux, rédiger la charte de sécurité. Donc tout ça, ça peut se faire soit en interne, soit le faire par des gens qui sont spécialistes. Créer la procédure, donc c'est un peu tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça c'est la phase d'exécution. Et utiliser un gestionnaire de mots de passe
mais j'ai déjà dit ça aussi. Donc la charte de sécurité, c'est informer les utilisateurs sur les règles, les mesures et ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, les droits et devoirs, les mesures de contrôle, parce que voilà, une charte écrite qui n'est jamais vérifiée, ça ne sert à rien. D'où nous, dans notre système 27001, on a par exemple une liste de logiciels autorisés. Donc sur les postes d'administration, parce que c'est des postes sensibles, on a listé les logiciels qu'on a le droit d'utiliser. Mais si on ne vérifie pas une fois par an que les postes correspondent à la liste, ça ne sert à rien, parce que les administrateurs ils vont installer ce qu'ils veulent. Et si on ne le vérifie pas, ça ne sert à rien. Pareil, on a des procédures de gestion de PRA, de reprise d'activité sur perte de données. On les teste, on les joue à blanc, entre guillemets, tranquille, peinard, sans que ce soit critique. Et puis le jour où c'est critique, quand on perd un data center OVH par exemple, on sait qu'on l'a déjà fait, on est quand même un peu plus rassuré. Donc il y a des guides, il y a des aides, il y a des chartes, il y a l'ANSI qui fait tout un tas de choses sur la sensibilisation des utilisateurs. Il y a des MOOC qui existent en ligne pour vous aider à sensibiliser, à expliquer aux gens quoi faire. La partie procédure est très importante. La sauvegarde, donc ça je vais peut-être en reparler un peu plus tard. Sur la notion de sauvegarde, c'est comme je disais tout à l'heure, une assurance vie sur vos données, mais elle n'est pas garantie à 100%. Ça se teste une sauvegarde, parce que le nombre de cas qu'on a eu de clients qui disaient moi j'ai pas besoin de sauvegarde, je copie ça sur une clé USB, mes données sensibles, alors pourquoi pas, mais la clé USB elle n'était pas lisible. Donc on écrit des choses, ça va dans le trou, et puis en fait, si on ne vérifie pas qu'on peut les relire, régulièrement, parce qu'il ne suffit pas de le faire une fois quand je mets en place la procédure, c'est de le faire régulièrement. Tester la restauration pour deux choses. C'est une fois, la première, c'est s'assurer que la restauration fonctionne. Ça, normalement, c'est assez évident. Et la deuxième, c'est s'assurer qu'on a bien une complétion correcte des données qu'on a sauvegardées. Parce qu'on a sauvegardé, par exemple, les fichiers bureautiques de votre GED, mais on a oublié qu'il y avait une base de données avec la GED pour gérer l'indexation, tout ça. Donc si on ne sauvegarde pas l'ensemble des données, l'ensemble du périmètre, il nous manque des morceaux quand on veut reconstruire les données. Donc le test de restauration, c'est aussi faire comme si, demain matin, j'arrive au bureau, j'ai plus de serveur. Qu'est-ce que je fais? Comment je reconstruis mon système? Combien de temps ça me prend? Pour l'avoir fait plusieurs fois, on apprend des choses à chaque fois. Chaque fois qu'on fait un test complet de reprise d'activité, on se dit « Ah oui, mince, la configuration de tel logiciel, j'ai oublié les paramètres. » Et en fait, il se trouve que si je n'ai pas les bons paramètres, la restauration ne marche pas, etc., etc. Ou il me manque tel fichier parce que ces fichiers sont dans un dossier qui n'est pas sauvegardé, etc., etc. Donc c'est très important de faire des tests de restauration. Et puis, du coup, après le test, revérifier le paramétrage des données de poste. Et puis après, c'est bien de prendre une solution de sauvegarde qui soit professionnelle, qui soit efficace. Quand on a de gros volumes de données, il y a des outils qui sont quand même meilleurs que d'autres. Mais disons, la sauvegarde, essentiellement, si vous n'avez pas de gros volumes de données, les systèmes de sauvegarde simples peuvent fonctionner. Mais à partir du moment où les volumes deviennent importants, c'est bien d'avoir un système qui gère intelligemment les transferts, l'externalisation, etc., etc. Comme Kiwi Backup au hasard. Et puis, il faut s'assurer que le backup est effectif. Combien on voit de backup on a un système, mais en fait, il marche une fois sur deux. Ou, ça fait 3 semaines qu'il ne marche pas, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Ou il n'y a personne qui surveille les backups. Ça c'est aussi un problème. Parce que quand on a une perte de données, c'est pas à ce moment-là qu'on doit se rendre compte que ah mince, ça fait 1 mois que j'ai plus de backup. Donc ça, c'est important, c'est que ce soit entièrement automatique. L'humain est faillible, et donc si vous avez un humain qui doit mettre une cassette, sortir une cassette, mettre un disque dur, le débrancher, appuyer sur un bouton, n'importe quoi, dès qu'il doit faire quelque chose, ça réduit la fiabilité de l'ensemble. Parce qu'il peut être en vacances, il peut être de mauvais poil, il n'a pas envie, il n'a pas le temps, etc., etc. Sur la partie technique, donc on a parlé de l'antivirus, on a parlé du pare-feu, on a parlé du monitoring.
Les logs d'accès, ça peut être important aussi de savoir si, dans le cadre justement d'une utilisation malveillante, chez nous par exemple, tous les accès au serveur sont logués. Si je me connecte à un serveur, je fais quelque chose, bah, j'ai une trace de ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai tapé, qu'est-ce qu'on m'a affiché, etc., etc. Et donc, bah, rien que de le savoir, votre administrateur, il sait que s'il fait une connerie, on saura que c'est lui de toute façon. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être aussi importantes à faire. Le serveur mail, je zappe parce que ça, c'est plus trop d'actualité. Et voilà. Après, ces actions, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, selon les cas. Antivirus, pare-feu, souvent la box fait déjà l'affaire. Et puis ensuite, on peut mettre une sauvegarde. Ça, il faut le faire, essentiel. Bon, ça, on en a déjà parlé, c'est la partie sensibilisation, mais la faire régulièrement. Leur expliquer comment utiliser un gestionnaire de mot de passe, c'est pas forcément simple, donc c'est bien de leur montrer. Voilà, on fait une petite réunion, ça prend une demi-heure, on vous montre comment utiliser un gestionnaire de mot de passe. Ça leur servira dans l'entreprise, mais ça leur servira aussi à la maison. La cybersécurité, c'est pas limité au périmètre de votre système d'information. Donc former les gens, bah, ça leur apporte aussi un bénéfice pour leur vie personnelle. Prendre l'habitude de verrouiller son poste, ça peut servir à la maison aussi d'ailleurs. Et puis vérifier les habilitations de chacun, lister les logiciels autorisés, on l'a déjà vu aussi. Qu'est-ce qu'on fait si mon logiciel que je veux mettre n'est pas dans la liste? C'est bien de le signaler, de savoir à qui s'adresser si je veux installer un autre logiciel, plutôt que de dire bah, il n'est pas dans la liste, mais je en ai besoin, je le mets quand même. Les procédures d'entrée-sortie, on l'a déjà fait. Avoir une politique aussi sur les connexions Internet en dehors des bureaux. Il y a eu tout un tas de scénarios d'attaque où je me connecte au Wi-Fi au McDonald's. En fait, au McDo, vous n'êtes pas tout seul sur le Wi-Fi. On ne sait pas qui est l'autre gars à l'autre bout de la salle qui est en train de scanner votre réseau. Votre Wi-Fi, il n'est peut-être pas hyper sécurisé. En fait, il peut attaquer votre machine. Donc, chez nous, c'est interdit. Si vous voulez utiliser un système sûr, vous utilisez votre téléphone avec votre partage de connexion. C'est beaucoup mieux que d'utiliser du Wi-Fi public sur lequel on ne sait pas ce qui va traîner. Et pour peu qu'on utilise des protocoles qui ne soient pas chiffrés, c'est encore pire. Donc, faites pas ça. Et mettre à jour régulièrement les postes, ça, on l'a déjà dit aussi. Donc ça, c'est une présentation d'un petit outil de sensibilisation au phishing. Ça peut être intéressant justement de s'inscrire dans le cadre d'une politique de sensibilisation à ce genre d'outils qui vont envoyer des mails de tests à l'ensemble de votre personnel. Et ils vont envoyer des mails de SFR, ils vont envoyer des mails de votre banque, etc. Et ils regardent qui va cliquer sur les liens et qui va ouvrir les pièces jointes, etc. Et ça vous permet d'avoir un petit panorama, de voir, voilà, service compta, ils sont plutôt au top, mais le service maintenance, là-bas, ils ont ouvert, il y a 10% des gens qui ont cliqué sur les liens, et c'est pas génial. Donc ça veut dire qu'il faut faire une resensibilisation. Après, le but, c'est pas de trouver un coupable, de savoir, voilà, on va taper sur quelqu'un, ça sert à rien, mais c'est surtout d'essayer de les éduquer, de leur apprendre pourquoi c'est un problème. Nous, on a fait un test d'attaque au président. Alors, on a fait ça manuellement, on n'avait pas un outil, mais on a forgé un mail qui aurait pu venir de n'importe qui. On l'a envoyé à notre comptable en lui demandant un document confidentiel, et puis ça a marché, quoi. Donc, du coup, on en a profité pour lui réexpliquer le problème, etc. Donc ça, c'était dans le cadre de notre politique de sensibilisation qu'on fait régulièrement. On a été un peu vache aussi. Enfin, voilà, le document, c'était pas un truc hyper confidentiel non plus, mais... je pense que si je lui avais demandé des accès à la banque, il ne me les aurait pas donnés. Mais voilà, on peut faire ce genre de choses pour éduquer un peu les collaborateurs. Ensuite, il y a tout un tas d'outils aussi de sensibilisation. Il y a des tests en ligne. Il y a pas mal de choses gratuites aussi qui sont plutôt pas mal. Là, j'ai déjà beaucoup parlé, donc... il y a les vidéos de Académie qui sont assez sympas, donc je vais vous la passer, ça dure 2 minutes, ça fera une petite pause. Non mais j'ai le droit de dépasser, on me dit tout à l'heure.
Bienvenue à la Hack Academy. Et maintenant, nous accueillons une nouvelle candidate, la ravissante Jenny. Bonjour. Qui es-tu? D'où viens-tu? Hey, vous êtes là? Hey, bonsoir. Moi, je suis Jenny. Je m'en viens du Québec, puis je suis bien contente d'être ici parmi vous. Je m'en vais vous exposer comment que je pratique ma technique de piratage qui repose sur la divination. La divination? C'est quoi, c'est un truc de médium? La divination, ça consiste à trouver les mots de passe grâce aux posts et aux commentaires des chums sur les réseaux sociaux. C'est pas un peu bancal, ce truc-là? Bancal, Monsieur le Président? Je m'en vais vous parier une demi-douzaine de pancakes, là, que je m'en vais pogner votre mot de passe de boîte mail en moins de 4 minutes. Bon courage, mademoiselle. OK. Alors, on va commencer par les mots de passe les plus utilisés comme Azurty, 1, 2, 3, 4, 5 et Superman. Ben non, là, c'est pas ça, là. Ben, je m'en doutais, là. Continuons. Ah, vous êtes né le 12 novembre 1967 à Grisky. Grisky, 67. Bon, on va aller sur les réseaux sociaux. Des photos. On va éplucher ça un petit peu. OK, sur la plage. En soirée, OK. Et là, on voit une vidéo. Oh, le joli petit toutou. Comment il s'appelle? Choupinette. Oh, c'est cute. Choupinette. Et je crois que vous me devez des pancakes. Voilà, maintenant que j'ai accès à votre boîte mail, je peux réinitialiser vos codes bancaires et vous piquer de l'argent en masse. On va en rester là, mademoiselle. Ce serait dommage de perdre l'usage de vos petits doigts si agiles. OK, c'est vous le boss. C'est cute, Choupinette. Il y en a toute une série de comme ça qui sont assez sympas. C'est un peu résumé, mais tout ce qu'il dit est vrai. Hein. Des listes de mots de passe, il y a des millions des listes de mots de passe standards. Et on arrive à hacker 30% des comptes avec juste une liste de mots de passe standard. Donc voilà, encore une fois, utiliser des gestionnaires de mots de passe générés aléatoirement, c'est beaucoup mieux. Et après, il y en a tout un tas d'autres sur d'autres sujets. Je ne sais pas si ça va aller au suivant. Ouais, si c'est bon. Donc la gestion des locaux, je vais passer un peu plus vite parce que ça, c'est des choses qui relèvent plus de la sécurité physique et environnementale. Donc un alarme, gestion de badges, des extincteurs, des clés, destructeurs de papier, on en a déjà un petit peu parlé. Et puis en dernier, c'est surtout vérifier que tout ça, ça fonctionne bien régulièrement. Donc, par exemple, faire une revue des machines, on vérifie que chaque machine, il y a bien un bon paramétrage, que l'antivirus est toujours là et qu'il n'a pas été désactivé parce que ça emmerde l'utilisateur, entre guillemets, qu'il n'y a pas de logiciel non prévu, etc. Que ça respecte bien les protocoles, qu'on a bien tous les systèmes installés qu'il faudrait avoir installés, mettre en place la double authentification, que le système de verrouillage est configuré correctement, qu'on a dit c'est 5 minutes, c'est pas 3 heures, donc que le paramétrage est bon, etc., etc. Et ça, si on ne le fait pas, au bout de 2 ans, en gros, votre parc il est plus du tout comme vous l'aviez prévu à l'origine. Faire les mises à jour, donc ça, c'est évidemment pas tous les 2 ans, ça doit être fait en permanence. Aujourd'hui, sur Windows, ça se fait quasiment tout seul. Normalement, si on fait un petit peu d'effort, et qu'on ne désactive pas systématiquement les mises à jour, ça se fait. Donc, mais par contre, il y a d'autres logiciels où il faut le faire manuellement, où c'est important de le faire aussi. Les gestionnaires de mots de passe, un antivirus, un pare-feu et une sauvegarde. Voilà, on peut aussi envoyer des quiz. Il y a tout un tas de ressources en ligne qui sont assez intéressantes. On peut, alors là, c'est le niveau au-dessus, mettre en place un comité de sécurité mensuel. Tous les mois, on se réunit, on dit, voilà, les points sécurité ce mois, telle mesure, ça a avancé, c'est fait, c'est pas fait, comment on met des moyens sur telle ou telle action, etc., etc.
Et donc, ça permet de prioriser, d'animer la partie cybersécurité de l'entreprise au fil du temps. Parce que la sécurité, ce n'est pas un instant T, ça doit être pérenne sur la durée. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est pas de dire voilà, je fais un projet cybersécurité au mois de janvier et puis en fait en décembre tout le monde a oublié quoi. Des revues annuelles, ça on a déjà dit aussi, des actions de sensibilisation pour les équipes. Et puis voilà, donc la sécurité informatique, c'est essentiel pour la pérennité de l'entreprise et c'est important de la faire régulièrement et de la faire vivre avec tous les aspects humains et pas que techniques. Voilà, donc il faut y consacrer un peu de temps, un peu de moyens, dans la mesure du raisonnable par rapport à vos enjeux. Voilà, après on a mis un certain nombre de ressources. Zatas, c'est un des sites internet qui parle le plus de cybersécurité. Il y en a d'autres. Il y a tous les éditeurs d'antivirus qui en parlent. Il y a l'ANSSI, donc qui est un organisme gouvernemental qui fait pas mal de choses aussi sur la sensibilisation des entreprises, qui donne des affiches à afficher, des MOOC à faire suivre, etc., et qui font un super travail. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Oui, aujourd'hui, on parle plutôt de 3 sauvegardes différenciées. Pour avoir connu le cas d'une attaque informatique dans une société actuellement que je gère en tant que RSI, la première sauvegarde a été corrompue totalement par l'attaque. Donc il faut toujours penser à les sauvegardes plutôt que la sauvegarde. Oui, moi j'ai tendance à dire que voilà, il y a plusieurs critères sur une bonne sauvegarde. D'ailleurs, je crois que c'est notamment le deuxième critère, c'est la sauvegarde immuable. Votre sauvegarde ne doit pas pouvoir être corrompue. Si l'attaquant, quand il a pris la main sur votre poste, est capable d'effacer des sauvegardes, c'est que ce n'est pas vraiment une bonne sauvegarde, quoi. Donc l'immutabilité, elle est importante. Alors après, on peut faire des choses locales, hein. Moi, je le fais aussi. J'ai une petite backup locale parce que pour éviter les pertes de données par accident, ça peut être utile. Mais par contre, l'immutabilité, elle est importante, l'immuabilité. Justement pour les cas où un attaquant a pris la main sur votre système. Il faut savoir que dans Windows, par exemple, il y a des systèmes de snapshot. On peut faire des snapshots. Il faut savoir que la plupart des cryptovirus, ils effacent les snapshots. C'est inclus dans le système de crypto. Donc, si vous avez mis votre sauvegarde sur un disque connecté à votre réseau, bah, le disque il va être chiffré avec vos données. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à rien, mais ça ne protège pas contre ce risque-là. Ça va vous protéger contre le risque de panne matérielle sur votre système d'information primaire, mais pas contre une attaque informatique. Ça va vous protéger si vous le ramenez à la maison, etc., contre un incendie, mais pas contre un cryptovirus. Donc selon les risques, vous n'avez pas les mêmes politiques de sauvegarde. Moi, j'aime bien avoir ces 3 critères-là. C'est une sauvegarde externalisée, indépendante de votre système d'information, parce que si un attaquant a la main sur votre système ou que c'est dans les mêmes locaux, je reprends l'exemple d'OVH, la sauvegarde était dans la salle d'à côté, tout a brûlé en même temps, donc ça c'est totalement idiot. Donc externaliser suffisamment loin, évidemment, si c'est juste à côté de votre ordinateur, c'est pas vraiment externalisé, immuable et avec un historique suffisamment long. Donc l'historique, c'est important parce que le délai entre l'attaque et la détection de l'attaque, il peut aller jusqu'à 2-3 semaines. Donc si vous avez une sauvegarde de 3 jours, si ça se trouve, vous n'êtes pas rendu compte que vous avez été attaqué avant le lundi suivant. Les attaques, tous les scénarios d'attaque que j'ai documentés dans des webinars, c'est toujours le samedi soir à 2h du matin. Comme par hasard, quand il n'y a personne dans les bureaux. Tous les hôpitaux ont été attaqués la nuit, entre le samedi et le dimanche, quand il n'y a pas d'équipe informatique. Et du coup, ça laisse du temps, le temps de bien foutre la merde partout. Et le temps que les équipes arrivent ça permet d'avoir une attaque qui est beaucoup plus efficace. Pour l'attaquant, j'entends. Hein.
Donc avoir un historique assez long, chez Kiwi, c'est 3 mois d'historique qui est inclus dans le contrat de base et on peut aller jusqu'à 1 an. 1 an, c'est peut-être un peu exagéré, mais 3 mois, c'est bien. 3 semaines, c'est un minimum. Si vous n'avez que 3 jours, c'est un peu inquiétant quand même. Voilà, donc les backups, oui, on peut avoir plusieurs copies, évidemment, c'est évident. Voilà, j'en avais pas encore parlé, mais c'était dans le slide. Juste en 2 mots sur Kiwi, donc on a 2 licences, on fait de la sauvegarde cloud classique, mais on est aussi agréé pour gérer des données de santé. Et donc on est certifié HDS. Et dans HDS, il y a aussi ISO 27001 qui est une norme de cybersécurité qui garantit qu'on gère correctement notre sécurité et qu'on fait bien à peu près tout ce qui est écrit là, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est hébergé en France, c'est chiffré, avec un historique de 90 jours, j'ai déjà dit, A2F, conforme au RGPD, avec un PRA. Donc on a 2 sites distants de plus de 300 km. Sauvegarde automatique sans intervention humaine, quotidienne, optimisée, déduplication à la source. Et on peut, dans le cadre de prestataires informatiques, acheter un volume en gros et le découper en autant de clients que vous voulez. La tarification s'appuie sur le volume source, donc les données qui sont à sauvegarder, et pas sur combien ça va prendre de place sur le stockage. Voilà, c'est plutôt simple à utiliser, assez efficace, etc. Donc si vous voulez une démonstration, Stéphanie peut vous faire ça tout à l'heure. Et c'est multiplateforme, Windows, Linux, Mac, Office 365, différents NAS, etc. etc. Voilà. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Je suis étudiant à l'école 42 à Mulhouse et la cybersécurité, ça m'intéresse. Et j'avais assisté à une conférence d'une personne qui travaille, c'était un ancien de 42 Lyon, qui était venu présenter l'entreprise dans laquelle il travaille actuellement, qui est une entreprise qui est basée au Luxembourg et qui s'appelle Excellium, qui travaille avec des grosses banques luxembourgeoises notamment. Et il nous avait expliqué qu'une grande partie de son travail, alors je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, pour des plus petites entreprises ou pour d'autres types de collectivités, etc., si vous faisiez aussi le pompier, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie backup, toute la partie analyse peut-être des risques et compagnie, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait si un problème ne survient concrètement. Ouais, il y a ce qu'on appelle des SOC, c'est des systèmes de SOC, je ne sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais c'est comme si quelqu'un peut m'aider, je prends. Voilà, c'est ça, ouais, c'est un centre d'opération sécurité qui va remonter toutes les alertes des systèmes. Le firewall peut renvoyer des alertes quand il y a des choses anormales, etc. etc. Mais là, l'objectif, c'était de parler de quelque chose d'assez simple à mettre en place quand on part de pas grand-chose. Le SOC, c'est pour moi la cerise sur le gâteau. Et pour des banques, je comprends qu'ils aient des systèmes d'opération. Il y a des systèmes qui permettent aussi de faire de la réaction. C'est-à-dire s'il y a une attaque, OVH par exemple fait ça de manière automatique. S'il y a des attaques DDoS, il va être capable de couper les flux et de gérer automatiquement la fermeture d'un certain nombre de services en fonction des scénarios d'attaque, etc. Il y a beaucoup d'IA aussi dans ce domaine-là où ils sont capables de discriminer. Parce que la problématique des alertes qui remontent, c'est discriminer ce qui est un faux positif, un faux négatif, d'avoir bien tous les alertes, mais pas en avoir trop, parce que quand on se retrouve sous 10 000 lignes de log, personne d'humain ne peut gérer ça. Donc c'est assez complexe parfois. Oui. Donc oui, il y a des équipes qui sont spécialisées là-dedans et qui font de la réaction aux attaques qui sont incessantes. Hein. Nous, il suffit de regarder un fichier de log d'un serveur web et vous voyez qu'il y a des tentatives toutes les 30 secondes. Quoi. Non, mais je voulais ajouter, oui, la prévention, c'est toujours mieux, mais après, est-ce qu'il y a une solution si jamais on n'a pas mené une... Alors, si on se fait vraiment pirater, déjà, une des choses, c'est de porter plainte. D'accord, ça, c'est toujours bien dans un... C'est citoyen, en tout cas, ça permet aux autorités de connaître le problème, d'essayer d'identifier. Vous ne faites pas trop d'illusions sur le fait que le lendemain, il y aura quelqu'un en prison. Mais en tout cas, ça permet de limiter un petit peu les choses. Si c'est un cryptovirus, ne payez pas la rançon. C'est juste alimenter la machine.
Voilà, alors il y a des assurances qui payent pour vous, ça, je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais je trouve ça, c'est immoral. Donc il y a des assurances cyber aussi qui existent, qui permettent de vous couvrir pour justement, dans ces cas-là, participer à la reconstruction des données si vous avez mal fait votre sauvegarde. Même si vous avez une sauvegarde, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Si vous avez un système un petit peu complexe, ça peut prendre vite quelques semaines, voire quelques mois pour reconstruire un système complet. L'hôpital de Versailles, qui a été attaqué à la fin d'année dernière, ils ont mis 3 mois à retrouver un fonctionnement nominal. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc si vous avez une assurance qui paye pour toutes ces choses-là, c'est intéressant. Après, il y a des gens spécialisés aussi pour faire de la forensique, c'est-à-dire qu'ils vont analyser l'attaque, le scénario, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qui a fait quoi, quel est le code, d'où ça peut venir. Voilà, ça c'est un autre sujet. Je n'aborde pas ça, c'est pas ma spécialité, mais ça existe et ça fait partie de la cybersécurité. Mais souvent, on parle de ça parce que c'est des choses un peu avancées, mais on oublie les choses simples. Voilà, avec des choses simples, on peut déjà faire pas mal de prévention. Et la prévention, ça coûte moins cher que une fois que c'est fait, c'est trop tard. Un système, une fois qu'il est attaqué, il faut le réinstaller, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci Sébastien. Je suis désolé pour le débordement. Non, mais c'était un deal entre nous. Je lui avais donné mon go, comme c'était le dernier. Je l'avais autorisé à déborder. D'ailleurs, ça m'inspire une remarque sur la gestion du temps. La semaine 2, j'ai l'impression que chez moi, elle mettra 6 mois. Hein. Il y a quand même beaucoup d'items à traiter. On n'est pas obligé de tout faire, mais voilà, l'idée, c'est de faire des choses dans l'ordre et de ne pas oublier la semaine 1, surtout. C'est identifier ce qu'on veut protéger, ça, c'est important. Ça marche. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Si vous avez des questions, du coup, à propos de Kiwi Backup, après, je suis là, Stéphanie et pas. Sébastien sont à côté. Hein. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, c'est tout pour cet après-midi. Pour celles et ceux qui sont inscrits ce soir, donc soirée spéciale intelligence artificielle. Donc là, on tape aussi dans un autre niveau. On va avoir un conférencier, Stéphane Mallard, qui est assez réputé sur le domaine. Et ça se poursuivra par une table ronde également sur l'intelligence artificielle. Pour finir par des petits fours. Donc ça, c'est le plus important. Merci. Et puis, celles et ceux qui veulent aussi se rendre dans le Bas-Rhin dès demain à Strasbourg, à l'UGC. Donc, on remet ça. Donc, ce sont des autres conférences. Hein, vous ne verrez pas la même chose. D'autres conférences tout aussi intéressantes au cinéma UGC, au Shadok. Et après-demain, ça se passera à Haguenau et à Bergheim. Toujours après d'autres intervenants. Il n'y a jamais 2 fois la même chose. Donc, il y a de quoi vraiment aborder un paquet de sujets. Merci beaucoup. Et puis peut-être à tout à l'heure pour ceux qui sont là, peut-être à demain pour ceux qui viendront aussi ou après-demain. Merci.